Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé déjà, je m'excuse déjà de ne pas avoir fait de live cette semaine. J'ai pas pu vraiment trouver le temps, comme je vous avais dit, voilà, nouveau stage à l'hôpital, etc. Et il fallait, voilà, je tente d'organiser mon planning, etc. Du coup, c'était pas vraiment possible de faire un live en soirée, mais par contre, là, on a l'occasion de faire un petit live chill pour ce week-end en suivant ensemble la course 1 de F4 France. Alors. Le souci, vous, vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas de stream. Il n'y a pas de stream pour la course 1 de F4 France. La F4 France diffuse les courses 2 et 3 d'habitude sur YouTube, sur la chaîne de la FFSA, mais la course 1 n'est pas diffusée, tout simplement parce que la diffusion, toutes les caméras mises en place, etc., ne sont pas encore là. Ne sont pas encore là le samedi matin, donc malheureusement, il s'agit de la seule course non diffusée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, comme des gros galériens, on va suivre ensemble le live timing. Alors, évidemment, on va pas faire que un live où on suit le live timing, puisque sinon vous vous doutez bien que ça va être assez compliqué quand même. Mais donc tout simplement on va faire notre petite séance rattrapage de ce qu'on a loupé un peu cette semaine. Et pour moi il y a deux choses principales. Évidemment débriefer quand même la Freca. On a suivi ensemble les deux courses en live, c'était très chouette. On a eu une victoire française, on a eu une belle performance aussi d'Enzo Dellini, mais bah, on n'a pas pu vraiment se poser là-dessus. Et puis aussi, bah, forcément, obligé de parler de cette gigantesque bombe qui frappe le paddock de F1, de F2, de F3, de tout le monde en fait, autour de Hightech et Oliver Hawks. Donc voilà, où est-ce qu'on en est dans cette affaire? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la supposition? Qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre du fait vraiment établi? Voilà, bon, c'est le cirque de la Formule 1. Vraiment, c'est le F1 Circus. Là, a rarement aussi bien porté son nom. Et puis bon, je voudrais pas dire, mais quelle catastrophe quand même pour l'équipe alpine. Enfin, je veux dire, c'est waouh, quelle belle publicité quand même. Euh, c'est moi qui avais donné les billets aux frères de Hawks. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Les billets, je les garde pour moi, t'inquiète. Euh, oui, alors on va pas en parler parce que j'avoue que j'ai pas du tout suivi, mais il y a aussi eu la course de sim racing organisée par Enzo Dellini et Matteo De Palo, hein, les deux pilotes de Freca, avec notamment beaucoup de pilotes engagés, style Jack Doohan. C'était la première course de Jack Doohan. Il y avait Evan Gilter, il y avait Freddy Slater, il y avait du beau monde, Alex Dunn, Taylor Barnard. J'ai pas vu ce que ça a donné, pour être honnête. J'ai pas regardé, j'étais pas mal occupé, puisqu'on a eu pas mal de petits changements. Donc en F4 française, car l'emploi du temps, le planning du meeting de F4 France a changé au dernier moment, après la séance de qualification. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Gilter il s'est crash avec Dupe. Oh non, le crash franco-français, terrible. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la séance de qualification, on a eu le droit à une double pole position de notre leader du championnat, Alexandre Munoz. 16 ans tout juste, hein, 16 ans et une semaine si je ne dis pas de bêtises. Ça commence à devenir du très 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 sérieux là quand même, ce qu'il nous propose là, le redoublant occitan, le protégé d'Enzo Peugeot. D'Enzo Peugeot et visiblement bah, le travail effectué dans l'ombre par Enzo Peugeot porte ses fruits, puisque là, Alexandre Munoz, il nous sort des très très grosses performances voilà, avec cette double pole position. Mais donc, après cette séance de qualification, on a eu des petits bouleversements dans l'emploi du temps. Et par exemple, sur Wikipédia, vous voyez, il y a la course 1 prévue bah, ce matin qu'on va suivre, et la course 2 et 3 prévue demain, et ben ça a changé. Ça a changé, et ça m'embête un peu, parce que moi enfin je suis toujours censé aller au paddock de Dijon-Prenois demain, mais du coup, bah, je vais y aller un petit peu en avance, puisque je vais pas y aller que pour suivre une seule course en live depuis le paddock. Donc, bah, du coup, juste après le live, je me casse direction Dijon-Prenois, si vous voulez tout savoir. D'ailleurs, normalement, on doit avoir un tweet de Feeder Series à ce sujet, qui ont dû informer de ce changement d'emploi du temps, mais du coup, voilà, la course 2, elle est sur la, elle est prévue normalement à 16h50. Voilà, there has been a timetable change, blablabla. 16h50 la course 2 et la course 3 sera demain à 9h45. Voilà, je le retweet comme ça, on est bon.
Au fait, ce que tu disais sur X en MP, qui est menacé et qui pourrait remplacer? Ah bah non, ça je peux pas dire, je peux pas dire. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, alors il y a la Formule 3 qui revient le week-end prochain. Qui dit Formule 3 dit nouveau pilote chez X Racing, bien évidemment. Attendez, je vais mettre la page de la F3 aussi dans le même temps. Donc voilà, troisième meeting, donc troisième pilote dans la X numéro 28, après Nikita Bedrin, déjà vainqueur en F3, après Freddy Slater, voilà, l'un des tout meilleurs pilotes de sa génération, Brad Benavides. Voilà, bah, il faut que les salariés chez X Racing ils puissent manger, hein. Donc Brad Benavides, bon, pas forcément un exceptionnel palmarès, hein, déjà 23 ans et déjà passé par la F2. Il y avait quand même eu 3 points, tiens, je m'en souvenais même pas, mais il y avait quand même eu 3 points en F3. Et puis ensuite en F2, il était passé en F2, ça avait été vraiment cataclysmique. Ouais, champion d'Euro Formula Open, mais bon, l'Euro Formula Open, bon, voilà, ça veut pas dire grand chose, forcément, vu le faible niveau. Et donc voilà, il va faire son retour en F3. Bon bah écoutez, a priori normalement ça devrait être pour le reste de la saison, à voir, mais de ce que j'ai entendu, visiblement c'est pas le seul changement de line-up qu'il va y avoir chez X Racing. Donc activez les notifications sur Feeder Series parce que voilà, on aura très rapidement des informations à ce sujet. Mais je peux pas le dire puisque c'est sous embargo. Euh, Salut à ceux qui rejoignent. Ouais, non, mais enfin, c'est incroyable quand même l'histoire qui se passe à Dubaï là, avec Oliver Hawks, avec Hightech. Enfin, je sais pas, c'est, ouais, c'est. Alors là, Netflix, ils ont enfin, malheureusement, je pense quand il y a des affaires un peu, je sais pas, dans l'ombre ou un peu extra sportives, souvent la série Netflix, genre, Drive to Survive, ils vont pas aller à ce point-là dans le drama. Et c'est dommage puisque c'est ça qui est le plus croustillant, le plus intéressant pour nous en tout cas qui suivons vraiment la F1 passionnément. C'est ça qui est le plus intéressant. Par exemple, je me rappelle saison 3 ou 4, saison 3 je pense, de Drive to Survive. Moi, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir qu'est-ce qui s'était passé autour de l'annulation du Grand Prix d'Australie quand il y avait eu le Covid. De voir, enfin, vous vous rappelez, c'était une nuit complètement dingue. Enfin, il y avait des pilotes qui étaient déjà partis parce qu'ils voulaient pas faire le Grand Prix. On se disait, ah, peut-être qu'on va faire un Grand Prix, mais qu'avec 12 pilotes, ce genre de choses. Enfin, il y avait eu plein de choses et au final, ça a été vraiment complètement skippé. Ouais, ça avait été complètement skippé, donc c'est un petit peu dommage. Et là, quand même, on a un sacré niveau. On a un sacré niveau avec Alpine, quoi. Oui, alors il y a Netflix du coup oui, qui va faire une série sur les pilotes de F1 Academy. Voilà, on va apporter de la visibilité médiatique à des pilotes qui en ont déjà un peu trop pour leur âge et leur niveau. Donc pas sûr que ça les serve beaucoup. Du coup, Hightech, ils vont avoir leur voiture pour Imola ou pas? Bah écoute, pour le moment, enfin je pense qu'on le saura jeudi, vendredi en fait, tout simplement. Mais pour le moment, alors il n'y a pas de fait. J'ai retweeté ce thread en portugais parce qu'il est excellent et il met tout point par point, il met tous les faits établis et toutes les fortes suppositions, on va dire. Et parmi les fortes suppositions, on a le fait que les voitures de high-tech seraient bloquées au Moyen-Orient. Et bah, avoir les voitures de F2 et de F3 bloquées au Moyen-Orient, c'est pas très pratique pour rouler à Imola la semaine prochaine en Émilie-Romagne en Italie. Euh, donc il va falloir que la situation se débloque très rapidement. Mais en fait, le gros souci pour Hightech, c'est que c'est la famille Hawks. Enfin, la famille Hawks est derrière Hightech et surtout ils ont des liens beaucoup beaucoup trop forts avec toute la famille Mazepin. Et donc voilà, ça va être compliqué. Enfin, c'est compliqué, à moins qu'il y ait une manne d'argent extérieure. Je me rappelle, il y avait un milliardaire kazakh qui avait un petit peu investi dans l'équipe fut un certain temps, mais c'était surtout dans le projet d'une équipe de F1. RX, vous êtes là pour remplacer, ça serait chouette. Ça serait chouette, mais je vois pas. Enfin, je pense pas qu'on puisse remplacer comme ça une équipe du week-end, d'un week-end à l'autre. Mais Google a traduit base. Oui, l'une des plus grandes équipes de promotion, quoi. Oui, oui, c'est une des plus grandes équipes de formule de promotion. C'est une traduction Google, hein, on va pas non plus chipoter pour ça. Attendez, il est 11h08. L'air de rien, je voudrais pas qu'on loupe un petit peu ce qui se passe
Voilà ce qui se passe au niveau de la Formule 4 française, car oui, voilà, on va la suivre avec le live timing, faute de mieux. Les courses 2 et 3 seront diffusées sur YouTube, voilà, sur la chaîne de la FFSA. Je ne ferai pas de live parce que je serai sur place. Donc voilà, j'essaierai de vous sortir du contenu quand même à ce sujet. Donc vous voyez cette grille de départ pour la course 1. J'ai pas vu ce qui s'est passé en IndyCar, non. Par contre, ouais, Devlin De Francesco, souvent, c'est pas un très très bon pilote, donc j'imagine que ça doit être dit de façon assez ironique, je pense. Salut à ceux qui rejoignent. Oui, pourquoi la course 1 en F4 France n'est jamais diffusée? Tout simplement parce que les caméras ne sont pas encore mises en place. De Francesco P5 en qualif. Wow, l'IndyCar, ça a changé, hein. Mais en fait, tout simplement, les caméras sont pas mises en place. Tout le système de diffusion, il se met à partir de samedi midi. Et malheureusement, la course 1 de F4 France, elle tombe toujours le samedi matin. Donc, il n'y a pas de caméra en place. Donc, ça ne peut pas être diffusé. C'est d'une logique implacable. D'ailleurs, évidemment, l'une des grandes... Ce qu'on va scruter ce soir, notamment, je crois que c'est à 20h, Squeezie, donc Lucas Auchard, hein, le youtubeur, le streamer, qui va faire une annonce concernant le Grand Prix Explorer 3. Voilà, il semblerait malheureusement peut-être que la théorie qu'on avait développée en live il y a quelques semaines ne soit peut-être pas forcément vraie et que le Grand Prix Explorer soit peut-être la semaine d'après. Ça serait cataclysmique. Je préfère vous le dire de brut en blanc, de bout en blanc. Ça serait cataclysmique parce que à l'heure actuelle, la finale de F4 France au Mans, qui se déroule le dernier week-end de septembre, n'est pas diffusée. Voilà. Et donc justement, moi mon espoir c'était que justement il y ait Squeezie, il y ait le Grand Prix Explorer 3 et que on puisse trouver un diffuseur. Puisque pour le moment, toutes les manches de la F4 France, elles sont en support du GT4 France. Donc certes, on n'a pas la course 1 diffusée, mais on a la course 2 et 3, on a tout le week-end, tout le reste du week-end qui est diffusé. Et cette finale au Mans, elle ne se déroule pas en support du GT4 France. Donc pour le moment, il n'y a pas de diffuseur. Voilà. Et, c'est pas des suppositions. J'ai parlé à un diffuseur allemand qui diffuse la F4 France. Pour le moment, il n'y a pas de diffusion pour la finale de F4 France au Mans. Donc on va voir et on va espérer un petit miracle de la part de Squeezie qui peut être, je pense, le seul sauveur de la situation. Si on m'avait dit ça un jour. Voilà. Sympa Bortoleto qui a une meilleure note qu'Anthony et Adjar. Ou à la rigueur, Bortoleto, c'est pas le plus grand scandale. Je pense que le plus grand scandale dans les notes qu'a donné le jeu F1 25, je pense que c'est ouais, vraiment Adjar et Antonelli qui sont les deux pires pilotes. Et puis surtout, Adjar loin derrière, quoi. Vraiment loin derrière. Genre en mode. Je sais pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment le biais anglais poussé à son maximum. C'est exceptionnel. Percy, prends ton téléphone et filme depuis les tribunes la finale de F4 France. Et faire ça en live, ça va être Moi, j'ai pas la connexion pour ça, hein. Mais il faudrait, je sais pas, faudrait trouver une solution. Après, enfin, normalement, normalement, je serai au Mans pour ce week-end-là. J'essaierai de vous faire vivre ça, mais je vais pas faire la diffusion ou mettre des petits téléphones un peu partout à chaque virage sur le circuit et faire un système de diffusion. J'ai pas encore vraiment les moyens pour ça. Salut Natoun28, salut, oui, salut à toi qui est présent sur le circuit. Qui est présent sur le circuit de Dijon-Prenois. L'air de rien, c'est quand même un gros week-end pour le nord de la France, on va dire en sport auto, vu qu'il y a le Grand Prix de France moto au Mans, il y a les 6 heures de Spa-Francorchamps du WEC à Spa, logique, en Belgique. Et donc du coup, il y a ce rendez-vous du championnat de France FFSA des circuits à Dijon-Prenois. Donc moi voilà, je serai à Dijon-Prenois normalement voilà cet après-midi. Voilà, j'avais pas prévu. De base, je voulais venir que pour la journée de dimanche. Au final, vu qu'il y a eu des changements de programme et que la course 2 est aujourd'hui, et finalement, je vais peut-être y aller un peu plus tôt. Donc bon, voilà. Ouais, alors la F4 marocaine, ça n'existe pas vraiment. L'IM4 Cup, ça n'existe pas vraiment. Même en F2 sur F1 Manager, Adjar il avait une bien meilleure note. Mais c'est pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Mais je pense vraiment, il y a forcément une part de biais, hein. Il y a forcément une part de biais. Il est français. Allez, on met ça loin derrière. Je pense, il n'y a pas d'argument rationnel pour mettre une note aussi mauvaise à Isaac.
Il a qu'un point d'avance sur Mazepin, ça c'est fort, hein. C'est fort, c'est fort. Bon, bah écoute, Natoon28, si t'es là, tu peux nous dire, enfin, parce que voilà, on est connecté sur le live timing, on va un petit peu revenir sur la grille de départ, mais normalement le tour de formation ne devrait pas tarder à démarrer. C'est Jacques Villeneuve qui a mis la note. Bon, non, non, je pense on aurait eu d'autres pilotes aussi qui auraient bien été. Bah, Stroll qui est devant Berman, Antonelli, Bortoleto, etc. Faut doser aussi. Enfin bon, bref. Bref. Je préfère pas trop parler de ces notes puisque ça n'a absolument aucune valeur et bah, manifestement c'est pas du tout objectif. Donc voilà. Tiens, je vais en profiter pour remercier Kaxao de LOL et GG Akira, je crois que je t'avais déjà remercié pour le follow. Merci à toi. C'est noté selon l'ancienneté et pas le talent. Faut croire, hein. Faut croire. Faut croire. Bon voilà, donc en Formule 4 française, on a Alexandre Munoz, notre leader du championnat, qui a donc accru son avance avec la double pole position qu'il a signée hier en qualification sur le circuit de Dijon-Prenois. Il a désormais 22 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Jules Roussel, qui partira troisième. Belle réaction du pilote allemand Montego Massen, qui avait eu un week-end absolument cataclysmique à Nogaro, et qui a signé la deuxième place. Donc clairement, c'est un pilote qui doit à tout prix lancer sa saison le plus rapidement possible. Après Jules Roussel, on retrouve Louis Iglesias, qualifié 5ème, mais grâce à une pénalité d'un pilote devant lui, il partira à la 4ème position. Ça va être intéressant de voir Louis Iglesias. Ouais, il y a des points pour la pole, il y a un point pour chaque pole position, vu que Munoz a fait les deux pole positions, du coup, plus 2 points. Donc il passe de 20 à 22 points d'avance. Louis Iglesias, ça va être très intéressant de voir ce qu'il va faire, l'un des plus grands cracks du karting français de ces dernières années, qui avait une très mauvaise qualification à Nogaro et qui avait fait une superbe remontée, notamment en course 3, partie 12e, terminé 3e. Il avait décroché son premier podium. Maintenant qu'il part 4ème, enfin, voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça sera le rookie le mieux placé sur la grille devant son compatriote, le franco-luxembourgeois, Guillaume Bouzard, qui a fait lui aussi une très bonne qualification. 6ème, on retrouve Malo Boyet, le vainqueur de Feed Racing, devant Raphaël Perrard. 7ème, pénalisé de 3 places pour son accrochage lors de la course 3 qu'on avait suivi, qu'on avait diffusé sur Twitch la dernière fois. Raphaël Perrard qui s'était accroché, je crois, avec Paul Roch, non, Roméo Leurs, pardon, avec Roméo Leurs. Et donc il a écopé d'une pénalité de 3 places, mais c'est pourtant bien Raphaël Perrard, le protégé d'Eric Hellary, qui était le meilleur rookie en qualification. Il avait signé le 4ème temps, il était vraiment dans ce groupe de tête. Il y avait un petit quatuor qui s'était détaché avec Munoz, Maassen, Roussel et Perrard. Perrard, c'est vraiment très 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 intéressant. C'est pas forcément un pilote qui a un très très grand palmarès de karting, mais bluffant en fait. Bluffant depuis ses premiers tests en monoplace. C'est vraiment intéressant ce qu'il nous fait. Il reçoit les conseils, voilà, du vainqueur des 24 heures du Mans, Eric et Larry, qui doivent bien l'aider, je pense. En tout cas, il partira 7ème, à voir s'il pourra reprendre cette place de meilleur rookie, on va dire. 8ème, on retrouve Hugo Hérouin. Très très peu de tests en pré-saison, mais déjà vraiment dans le rythme. Donc très belle performance du pilote français devant Arthur Dorisson, le chouchou de Pierre Gasly, qui partira de la 9ème position. 9ème position seulement, on pourrait être tenté de dire, vu que le Normand est actuellement 3ème du championnat avec une très belle victoire en course 2. Et on a ensuite Rintaro Sato, le pilote Honda, le pilote envoyé par Honda, qui partira 10ème et qui partira donc en pole position de la course 2 cet après-midi. Au fait, j'ai pas capté la collaboration avec la F4 chinoise pour le Grand Prix de Macao. Tu peux nous expliquer? Alors oui, si vous n'avez pas suivi, voilà, parmi l'actualité de la semaine, on a le retour de la Formule 4 à Macao. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une Coupe du Monde de Formule 4. On a une Coupe du Monde de Formule régionale qui est déjà en place depuis l'an passé, qui avait été remportée l'an passé par Ugo Gochukwu. Enzo Deligny avait fait 4ème notamment. Ça avait été moins heureux malheureusement pour les autres Français engagés. Enzo Deligny était au final, malgré un très bon rythme. Et en plus de ça, en plus de la Coupe du Monde de Formule régionale, il y aura une Coupe du Monde de F4. Et visiblement, on a l'air de partir sur une compétition monotype, en mono-équipe, avec Mintime Motorsport, donc le promoteur de la F4 chinoise, en collaboration technique avec la Fédération française, qui va servir de partenaire technique, qui va préparer toutes les voitures pour cette Coupe du Monde de F4. Donc
C'est une énorme réussite française, voilà, française d'être reconnue comme ça par la FIA, parce que généralement la FIA a privilégié très souvent le tout italien, on va dire, pour les dernières compétitions FIA. Et donc là, le travail, l'expertise de la FFSA est enfin reconnu, alors que le drapeau vert est agité, donc il n'y a pas d'équipe. Normalement, il n'y aurait pas d'équipe. Et alors, attendez, comment ça se passe? Attendez, comment ça se passe? C'est très bizarre de suivre avec un live timing, évidemment. Je crois en tout cas, visiblement, les trois pilotes en tête sont passés. Start under investigation. Ouah, ça commence bien, hein. Ça commence bien. Ah, Guillaume Bouzard qui n'est pas passé là pour le moment sur le premier secteur. Ouais, Guillaume Bouzard est passé un petit peu en retard. Donc non, a priori pas d'équipe et tout devrait être. Alors je ne sais pas qui exactement qui sélectionnera les pilotes de F4, mais visiblement ça serait vraiment une Coupe du Monde de F4 et tu aurais les meilleurs pilotes de chaque F4 national, régional, etc., qui auraient le droit d'être sélectionnés à cette Coupe du Monde de Formule régionale à Macao, de Formule 4 à Macao. Donc c'est intéressant sur le principe. Maintenant j'ai envie de voir vraiment comment ça va se passer financièrement, qui sera sélectionné. Est-ce que du coup il y aura une bourse pour participer à cette... Enfin, voilà, qui finance quoi? J'ai envie de voir ça. Alors que visiblement Alexandre Munoz, hein, il a l'air en tête de la course. J'ai l'impression que Jules Roussel a passé Montego Masson pour la deuxième position. Par contre, on va voir ça. Ouais, Munoz qui est passé sur Roussel, Oh, le départ de Raphaël Perrard encore qui a gagné 3 places. Bah voilà, il a déjà rattrapé sa pénalité. Guillaume Bouzard qui a perdu quelques positions. Ryan Caretti qui est monté à la 11e position. Et pas de safety car. L'air de rien, c'est déjà à noter, même si le départ est sous enquête. Alexandre Munoz qui passe le premier tour en tête devant Roussel, Masson, Perrard, Iglesias, Boyet, Dorisson, Hérouin, Bouzard, Sato qui complète la zone des points. Ensuite Caretti, Consani, Lurs, Giacardi, Billard, Rock, Rico Bonobello, Pasquier, Piri, Seneclos, Martinello, Milošković, Chen, Devos, Proenca, Jacquet, Carvalho, Brian, Zanfari et Héloïse Goldberg qui complètent cette grille. Alors, pour l'instant, Raphaël Perrard, il est le plus rapide en piste. Voilà, meilleur premier secteur absolu. C'est ultra intéressant. Vraiment, le profil de Raphaël Perrard, je sais pas trop d'où il sort. Voilà, je sais pas trop d'où il sort. Il a pas été dans les meilleures équipes de karting, il a pas fait les plus gros championnats de karting, mais c'est juste super intéressant ce qu'il fait depuis qu'il est en monoplace, même si certes, voilà, il y a une pénalité de 3 places pour un incident en course 3, mais voilà, la vitesse, elle est clairement là, et visiblement sur le départ, il a réussi à surprendre tout le monde. Ça fait bizarre de suivre en live une course sur un live timing. Écoute, allez, c'est l'heure de... alors que Alexandre Munoz a signé le meilleur tour. Bon, Iglesias 5. Alors Guillaume Bouzard qui remonte après son départ un petit peu compliqué. C'est un début de course compliqué là par contre pour Andy Consani qui repère encore une position. Allez, c'est l'heure des anecdotes de Papy Percy. Moi je m'en rappelle. À ton âge déjà, je sais pas quel âge t'as en plus, mais genre quand j'avais 12 ans, je suivais les qualifications et les courses en live timing de Formule Renault Eurocup, donc l'ancêtre de la FRECA, euh, pour suivre ceux que faisaient Gasly et Ocon qui avaient genre 16 ans. Et c'était pas diffusé à l'époque, donc je suivais tout sur un live timing comme un dératé. J'étais vraiment complètement taré, je suivais les performances de gamins de 16 ans. Enfin, de gamins, pour moi c'était des demi-dieux, ils avaient 4 ans de plus que moi, mais voilà, voilà, vous savez tout. Raphaël Perrard qui est vraiment le premier secteur, visiblement c'est son secteur. Attention quand même au circuit de Dijon-Prenois, c'est un circuit qui use beaucoup les pneumatiques. C'est d'ailleurs aussi pour ça que, par exemple, lors de la séance d'essai libre du vendredi matin, où normalement tous les pilotes sont censés utiliser un train de pneus neufs, on n'a pas eu de... on a presque rien eu. On a presque rien eu aucun tour vraiment représentatif qui a été réalisé parce que tout simplement tout le monde tentait de sauver ses pneus. Oh, Arthur Dorisson qui a fait une grosse erreur là, qui a perdu 30 secondes sur le deuxième secteur. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Normand? Attends. Alors, il y a Natoum28 qui nous dit De Vos à l'arrêt, il vient de repartir. Donc, ça, De Vos, on l'avait vu. Mais Doris. Ouais, il a dû se passer un truc pour Dorisson. Si Natoum28 veut bien nous dire ce qui se passe pour Arthur Dorisson, ça serait top. Heureusement qu'on a un envoyé spécial sur piste. Alors, malheureusement pour Arthur Dorisson, ça va faire mal
comptablement, parce que là, pour le moment, Alexandre Munoz, je vais pas dire qu'il va assommer le championnat, vu que déjà on est qu'au deuxième meeting. Et drapeau jaune, ça doit être pour Arthur Dorisson, j'imagine. Secteur 1. Ouais, secteur 1, il y a tous les pilotes qui sont passés là. Ah, il est paradoxal. Ce début de saison d'Arthur Dorisson, il y a pas mal de malchance. Je repense à son forfait pour cause mécanique en course 3, mais je repense aussi à sa victoire en course 2 qui avait été vraiment très belle. Donc la question c'est voilà, est-ce que maintenant c'est une erreur de pilotage ou un problème mécanique? Je crois qu'il est reparti, hein. Ouais, il est reparti Arthur Dorisson. Ouais, Piri, ouais, et vous êtes bon, hein, vous êtes bon dans le chat, hein. Ouais, il y a eu des contacts, hein, on peut en deuxième moitié de peloton entre Nicolo Piri et Chelingen. Et Proenka et Carvalho ne sont pas non. Il y a dû avoir un contact. Ouais, voilà. Les voitures 45 et 23, donc Proenka et Leandro Carvalho sont arrêtés sur la piste. Et donc on est sous drapeau jaune, mais pour le moment, il n'y a pas de safety car. Il n'y a pas. Voilà, safety car, bon, ça c'était sûr. C'était sûr. En tout cas, Dorisson est reparti. Donc est-ce qu'il y a juste eu un hors-piste? Est-ce qu'il y a eu un contact avec un autre pilote? En tout cas, ça a profité à Ryan Cariti pour entrer dans la zone des points. Carvalho, j'ai l'impression qu'il abandonne à toutes les courses. J'ai aussi un petit peu cette impression-là, mais non, puisqu'il doit être classé. Non, non, il a abandonné qu'à une seule course. Mais assez, oui, assez loin au championnat pour le moment, le pilote portugais. Donc pour l'instant, voilà, première safety car après l'accrochage entre Angelina Proenca et Leandro Carvalho, donc Alexandre Munoz. C'est dommage pour Alexandre Munoz qui était vraiment qui faisait une forte impression, qui avait une seconde et demie, 2 secondes d'avance sur Roussel, qui commençait vraiment à creuser l'écart. Là, il va devoir gérer la relance de safety car à nouveau, pas se faire surprendre. On sait que parfois ça peut causer quelques soucis. On se rappelle, voilà, à Dijon, il y avait eu notamment un incident très controversé entre Dylan Estre et Chester Kiefer après une relance de safety car notamment, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre. Donc on va espérer. Bon, Alexandre Munoz et Jules Roussel, c'est deux pilotes redoublants, l'un a tout juste 16 ans, l'autre a 18 ans. Normalement, c'est des pilotes assez propres en piste, qui n'ont jamais été vraiment dans beaucoup d'incidents. Voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. À voir aussi ce qu'un Montego Massen peut faire. Raphaël Perard qui a l'air si rapide dans ce premier secteur, qui a l'air vraiment extrêmement à son aise. Lui aussi, il peut être il peut aussi surprendre du monde. Il peut peut-être surprendre Montego Massen sur la relance. À voir. Euh, J'ai sorti quoi comme expression? J'ai sorti quoi? Parce que c'est vrai que j'aime bien sortir des vieilles expressions, mais là j'ai pas tilté. C'est terrible, je les sors maintenant juste naturellement, je m'en rends même plus compte. Alors, l'encre qui sort de. Non, mais qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est pas une vieille expression, arrêtez. Arrêtez, c'est. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, on peut profiter de cette safety car pour reparler de high-tech, de Alpine, de Hawks. Non, 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 mais globalement, pour reparler de ça, en fait, tout simplement, la situation, elle est comme ça parce que Hawks et Mazepin sont toujours en contact. Et d'ailleurs, on a vu la meilleure preuve de ça aux essais de pré-saison. Regardez ce qu'on avait. Genre, aux essais de pré-saison, il y avait Dmitri Mazepin dans le paddock, autour du garage Alpine, etc. Et ça avait déjà été remarqué à l'époque, tout le monde avait trouvé ça normal. Bah non, en fait. Enfin, bah voilà, on avait plein d'indices pour savoir qu'il y avait des choses cheloues qui se passaient. Mais en fait, Mazepin, il n'a jamais vraiment quitté le paddock. Il n'a jamais vraiment quitté le paddock et il est toujours en lien avec Hightech. On rappelle que Mazepin, c'était quand même le gars qui avait 75%, qui avait acheté 75% de l'équipe en 2016 pour justement y placer, y faire rouler Nikita, son fils, dans les meilleures conditions. Ensuite, il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc Mazepin a dû se retirer. Et Oliver Hawks a créé de toutes parts
une nouvelle entreprise nommée Hightech Global Holdings où il détenait 100% des parts et il n'y avait plus de traces des 75% de Mazepin. Et ensuite, après ça, Hightech a tenté d'arriver en F1, ça a été rejeté par la FIA. Donc Oliver Hawks lui-même a rejoint le projet Alpine. Mais voilà, d'où vient l'argent? Eh ben écoutez, d'où vient l'argent? Visiblement, on a la réponse. On a la réponse et voilà, la famille Mazepin est toujours impliquée et ils avaient l'air toujours près de... ils gravitaient autour de ce Alpine High-Tech, ce projet dont on a souvent parlé, qui a toujours été très flou, parce qu'on savait jamais vraiment à quel point Oliver Hawks était encore employé par High-Tech ou pas. Et donc là, bon bah écoutez, voilà, hein, depuis cette dernière semaine, les choses se sont accélérées. Voilà, le frère d'Oliver Hawks a été arrêté et Oliver Hawks a démissionné. C'est complètement dingue. Et en fait, c'est toutes ces sources de financement, en fait, de financement, pas tant d'Alpine, mais surtout d'Hightech. Visiblement, Mazepin est toujours impliqué dans les financements de Hightech, dans les financements de Hightech qui voudraient rejoindre la F1. Donc, visiblement, ce projet va être un petit peu au point mort avec Hawks hors course. C'est fou. Peut-être que Flavio Briatore a trouvé un rival à sa juste valeur en fait avec Oliver Hawks. Donc bon, écoutez, affaire à suivre, mais pour le moment, mais ça ce n'est pas confirmé, c'est juste des suppositions. Pour le moment, il semblerait que les voitures d'high-tech de F2 et de F3 soient toujours au Moyen-Orient qu'elle soit bloquée là-bas et qu'elle ne puisse pas rejoindre Imola. Donc à voir ce que ça va donner, mais évidemment pour Beganovic, pour Browning, pour Stenson, Dufek et Kshier, ça serait pas une super nouvelle de se retrouver à pied alors que bah, eux ils n'ont rien fait de mal, ils ont payé leur saison, ils ont fait des bonnes performances pour certains, et ça pique un peu. Voilà, ça pique un peu. Donc à voir, il va falloir que la situation se débloque assez rapidement. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et surtout, moi, je me demande, genre, en haut lieu chez Alpine, genre, je sais pas, il y a tout le monde qui se dit, ok, c'est normal. D'être associé à Briatore, l'un des plus gros mafieux de l'histoire de la F1, sinon le plus gros mafieux, et d'être associé à Mazepin, d'être associé à un gars qui fait du blanchiment d'argent, je sais pas, enfin. Non, mais je sais pas, il trouve ça normal. Il trouve ça normal, visiblement, chez Alpine. Enfin, et puis on laisse carte blanche. Il y a eu des chiffres qui sont sortis sur le salaire de Briatore, c'est absolument indécent enfin Renault en plus Renault qui est une entreprise en partie publique quand même. Enfin, il y a l'État français qui a des parts dans Renault et qui finance le salaire de Briatore du coup indirectement. C'est c'est dingue. C'est tellement Alpine, c'est tellement, enfin voilà, c'est tellement peu sérieux. C'est un peu ridicule. Mais voilà, moi, la question que je me pose, c'est surtout, voilà, quelles répercussions pour Hightech, pour tous les pilotes engagés. Il va falloir que la situation se débloque, puisque sinon, il va y avoir un problème à Imola, puis après, il va y avoir des procès en chaîne. Si par exemple, Beganovic et Browning, ils peuvent pas rouler, Beganovic et Browning, les jeunes pilotes Ferrari et Williams, voilà, ça va gueuler. Ça va gueuler, donc ça peut aller encore plus loin. Donc on va voir, on aura le résultat de tout ça la semaine prochaine. S'il n'y a pas de high-tech à Imola, yikes, ça va sentir le roussi quoi. Ça va sentir le roussi. Bon, la safety car va partir, va rentrer au stand à la fin de ce tour. Donc Alexandre Munoz va devoir gérer à la perfection cette relance, car derrière lui il y a Jules Roussel, Montego Masson, deux pilotes redoublants et Raphaël Perard. Moi j'ai bien envie de voir ce qu'il va faire Raphaël Perard, meilleur rookie de cette course pour le moment, qui a fait un excellent départ et qui a son premier secteur, enfin le premier secteur c'est son secteur favori, donc c'est peut-être là où il peut faire des dépassements, attention à pas trop en faire non plus. Donc voilà, évidemment pas de dépassement avant la ligne de départ arrivée, ça c'est normal, mais on va attendre qui passe en premier après la détection au premier secteur.
On n'a pas encore parlé de l'Africa d'ailleurs. On a parlé de high-tech, il faudra qu'on parle de l'Africa, tiens. Alexandre Munoz qui passe en tête, ça c'est pas un souci visiblement. Ouais, attends, 21-5, 21-6, 22-0. Ah, peut-être que Raphaël Perard s'est un petit peu fait avoir par Louis Iglesias. Je ne pense pas, non, Louis Iglesias a dû rester derrière. Et d'ailleurs, Raphaël Perard qui était passé à 23 millième de Montego Maassen, il était vraiment tout proche. Du coup, Maassen a dû bien défendre, puisque Raphaël Perard était presque à hauteur. Donc non, visiblement classement inchangé devant. Guillaume Bouzard a l'air d'avoir passé mal au boyer par contre pour la 6ème position. Je tente de faire des calculs dans ma tête, c'est incroyable là. Donc oui, je crois que Bouzard est passé 6ème devant Boyer. Guillaume Bouzard, belle surprise aussi, même s'il n'a pas tellement confirmé que ça lors des courses au plan comptable. Le premier week-end de Guillaume Bouzard en F4 était très 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 intéressant. Allez, on va voir à la fin de ce tour ce que ça va donner. Alexandre Munoz qui devrait passer en tête, ouais, 6 dixièmes d'avance, c'est bien ça, c'est exactement ça. Roussel, Maassen, Perard, Iglesias, Bouzard qui a bien passé Boyer, Hérouin 8, Caretti qui a passé Sato. Caretti, franchement, il doit avoir tellement de regrets, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, on n'a pas eu de réponse vraiment à ce qui s'était passé en qualification. C'est lui malheureusement qui a provoqué le seul drapeau rouge de la séance. Et pourtant, il avait un rythme exceptionnel, car il a juste eu le temps de faire un seul vrai tour dans les 7 premières minutes, et il avait signé le 3ème temps qui avait été suffisant pour partir de la 14e place. Au final, il n'y avait que 11 autres pilotes qui l'avaient passé lors des 23 minutes de qualification restantes, donc il y a des regrets. Il y a forcément des regrets. Alors qu'il y a un drapeau jaune au premier virage, il y a Sofia Zanfari et Arthur Dorisson qui... Alors Arthur Dorisson, il est à 4 tours, je crois qu'il est... c'est Sofia Zanfari qui n'a pas l'air d'être passé. Drapeau jaune, ouais, drapeau jaune. Il n'y a pas de safety car encore pour le moment. Alexandre Munoz, que Domination could both fan. Bah, c'est. Alors, on va voir, mais c'est vrai que pour le moment, l'écart a l'air de s'agrandir secteur par secteur, hein. Il a pris quelques centièmes au premier secteur, il reprend presque 2 dixièmes au deuxième secteur. Ah bah, nouvelle safety car. Nouvelle safety car, je crois, hein. Ouais, nouvelle safety car. Oh, écoutez, c'est aussi ça la F4, hein. C'est aussi ça la F4, c'est beaucoup de pilotes qui n'ont pas beaucoup, un peu sales et qui n'ont pas beaucoup le niveau, hein. Ça arrive, hein. C'est normal. La F4 c'est vraiment le premier échelon de la monoplace, c'est normal d'être en galère, d'avoir des safety cars. Vous retrouverez la même chose en F4 italienne, en F4 espagnole, etc. Voilà, ça arrive. Bon voilà, nouvelle safety car. Et a priori, Caretti aurait eu le temps de... Ouais, oh, alors Caretti, c'est incroyable. La remontée qu'il nous fait en partant 14ème, il est déjà 8ème. Il a réussi à passer Hugo Hérouin et Romeo Ehlers a réussi à passer Rintaro Sato. D'ailleurs, Lisa Billard qui a passé Consani et Rock, j'avais pas trop vu ça. Donc Lisa Billard qui a récupéré sa 12ème position après un départ un petit peu plus compliqué. Bon, il y a Zanfari qui est resté sur le carreau. Sofia Zanfari, la petite sœur de Suleiman Zanfari, qui vise la F1 Academy en 2026. Ouais, la voiture 15 dans le gravier au premier virage. Ça peut vouloir dire un contact avec un autre pilote, hein. Ça ne veut pas forcément dire une erreur toute seule, hein. C'est dur. Déjà de base, même avec les images, c'est dur d'analyser des incidents quand ils se passent en piste, puisque parfois bah, on n'a pas les on-board, notamment en F4 France. Alors là, quand on n'a même pas les images, je vous avoue que je vais pas trop me lancer sur des jugements sur les pilotes. Donc voilà, malheureusement, on doit prendre les faits tels qu'ils sont. Sofia Zanfari ne terminera pas cette course et est tanké dans le bac à gravier du premier virage. Il n'y a plus que 25 voitures en course. Non, je crois que Jason Chen est toujours là. Alors qu'il y a l'incident entre Chen, Proenka et Carvalho, donc ça c'est l'incident qu'il y avait eu au départ, qui avait provoqué la première safety car, qui est sous enquête. Bon écoutez, ça ne devrait pas changer grand chose, hein, pour les premières positions, pour les positions de tête. Merci pour cette splendide imitation FCB Noah 7. Bon, j'espère que cette safety car va pas rester trop longtemps. Et là, on est
reconnaissant envers la FFSA de ne plus avoir des courses de 20 minutes. On rappelle que cette année, c'est la première année où la F4 France a des courses de 30 minutes. Heureusement. Heureusement parce que bah oui, voilà, quand il y a beaucoup de safety cars, en F4 il y a beaucoup de safety cars forcément, et ben du coup ça nous donne des courses assez raccourcies. Voilà, puisque si on avait eu des courses de 20 minutes comme l'an dernier, la course serait déjà finie, enfin serait finie à la fin de ce tour, ça serait un petit peu frustrant, même si ça dévaloriserait pas les performances de Alexandre Munoz, hein, qui a l'air vraiment d'être un petit peu sur sa planète, j'ai envie de dire. D'ailleurs, qui a signé le meilleur tour en course, il peut être important, hein, ce meilleur tour en course aussi, puisque ça va lui ajouter un point au compteur. Petit débrief de la Freca et F4 italienne. Évidemment, petit débrief avec un petit. On jettera un coup d'œil pour voir si. Mais attendez, Safety Car Indy Slab. Bon, très rapidement, Evan Schilter, le crack. Non, non, mais. Voilà, enfin, le premier week-end de Freca, bon forcément on en a déjà parlé quand on a suivi ça, quand on a suivi les deux courses sur Twitch ensemble. C'est top ce qu'il fait maintenant. C'est dur de tirer vraiment des conclusions sur un seul week-end, surtout sur le circuit de Misano. Sur le circuit de Misano, j'attends plus le week-end de Spa-Francorchamps, qui est un circuit plus connu, où les équipes vont depuis des années, que les pilotes connaissent de façon à peu près égale, puisque toutes les F4 y vont globalement, puisque F4 française, espagnole, italienne y vont. Donc c'est un début voilà très très prometteur, très intéressant pour Evan Gilter, aussi pour Art Grand Prix, hein, qui est aussi en tête du championnat. C'est la performance mérite d'être notée sur un circuit comme Misano qui est pas connu, hein, des équipes françaises. Donc voilà, c'est dur de faire des grosses conclusions sur deux courses. Juste voilà, notamment voilà, pour Enzo Peugeot, qui est je pense la principale déception côté français, c'est surtout il, il faut avoir des meilleures qualifications. Puisque en course, on voit que le potentiel est là. Alors certes, il n'y a pas de points, mais c'est parce qu'il partait loin. Et vraiment, ça correspond à ce qu'il nous disait en interview fin avril. Il faut vraiment que RPM et lui arrivent à régler ce souci en qualification. Parce que s'il arrive à régler ce souci, j'ai vraiment le sentiment qu'il pourrait jouer devant. L'an passé, il avait été excellent à Spa-Francorchamps sous la pluie, notamment en qualification, il avait signé le meilleur temps de son groupe. Voilà, sur un circuit qu'il apprécie, il faut se relancer. Et voilà, après voilà, pour la bataille au titre, Gilter, peut-être De Palo, Slater, etc. Ça repart, ok. Merci FCB No S7. Pour le moment, voilà, pour la Freca, voilà, Slater, il a eu voilà, cet accident en course 1 et il va devoir vite se remettre dans le train. Il va devoir vite se remettre la tête à l'endroit et ne pas laisser Gilter s'envoler trop rapidement. Alors, Raphaël Perrard qui fait des bonnes relances, hein. Il fait des bonnes relances à chaque fois, Raphaël Perrard. Il est vraiment à un dixième de Maassen. Il était plus proche lors de la relance précédente, mais il n'avait pas réussi à passer le pilote allemand. On va voir ce que ça va donner au moment de passer le premier secteur. Ah, et non, non, il n'a pas réussi à le passer. Il n'a pas réussi à le passer. Maassen qui doit bien défendre, alors que la procédure de safety car est sous enquête. Bon, alors, on va pas s'en sortir, hein. Ouais, j'ai parlé oui, de Brad Benavides, du nouveau venu en F3, qui est en fait un ancien pilote de F3 et de F2. Mais oui, oui, on en a parlé. Et voilà, surveillez. C'est pas le seul mouvement qu'il y aura a priori. Et activer les notifs sur Feeder Series. Ouais, alors c'est peut-être juste un problème de transpondeur hein, pour Paul Rock qui était 14ème. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'apparaît pas. Il n'y a pas de drapeau jaune non plus. Donc, ouais, Hugo. Oh, ouais, il y a dû avoir un souci malheureusement pour Hugo Hérouin. Hugo Hérouin, là, qui a perdu 14 secondes. Il a perdu 14 secondes, donc maintenant ça va complètement l'expulser du top 10. Ryan Caretti qui continue sa remontée, qui a passé mal au boyet. C'est vraiment ultra intéressant ce qu'il fait. Hérouin et Rock, ouais, qui perdent des positions. Qui perdent beaucoup de positions même. Ouais, je pense que ça. Mais... En tout cas, Paul Rock n'a pas l'air de passer. Il a l'air vraiment d'avoir un souci. Allez, devant, ça reste. Le top 6 reste inchangé. Il y a Amassen qui fait un petit peu le bouchon, hein, face à Perra, face à Iglesias qui sont tout proches.
Lisa Billard qui est 11e, Andy Consani qui est remonté 12e. Allez. Ouais, il y a un incident au niveau de la voiture 3, donc la voiture de Paul Rock qui n'est pas passée, qui a été notée. Lisa Billard qui va peut-être pouvoir marquer un premier point. Elle est à. Elle est à. Ouais, elle est à 2 dixièmes. Elle est à 2 dixièmes de Rintaro Sato. Rintaro Sato, c'est des débuts assez compliqués aussi, hein. Pour le moment, pour l'instant, il est dernier au championnat, évidemment, ça va changer, vu que normalement, s'il finit la course, voilà, ça va forcément changer. Pour le moment, il n'est pas du tout dans les temps de passage de Taito Kato ou de Ayumu Iwasa, qui sont des précédents pilotes envoyés par Honda, qui avaient gagné le titre ensuite. Pour le moment, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que Rintaro Sato, il a déjà une saison de F4 japonaise dans les pattes, ce qui n'était pas le cas d'Iwasa et de Sato. Caretti qui continue, mais... oh là là. Alors franchement, Caretti, bah, peut-être pilote du jour, hein, c'est exceptionnel. Il est parti 14e, il est 6e. Après, c'est dur de pas dire que le pilote du jour, c'est Alexandre Munoz, hein. Le gars, il a déjà créé un écart d'une seconde face à Jules Roussel, qui est pourtant l'un des autres grands favoris au titre. Rintaro Sato, là, il a créé un petit écart, hein, sur Lisa Billard, malheureusement. Et Jack Hardy a l'air d'être passé sur Andy Consani pour la 12e place. Non, je pense pas que Lisa Billard partira en F4 britannique, Nitram Nitra, même si le jeu de mots est bon. Il reste 3 minutes 40. Je suis en train de me dire, est-ce que Ryan Caretti peut continuer sa remontée? Je sais pas, pour le moment il a perdu du temps là, sur les deux premiers secteurs, sur Iglesias notamment qui est devant lui. Mais oui, mais moi je rigole sur des bêtises de Nitram, oui, complètement, complètement. Alors que Nicolas Pasquier, qui était 14e, aucune expérience en sport auto ou en karting avant, donc être 14e, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, c'est lui qui a dû avoir, qui doit être la victime du drapeau jaune qui est au 7e virage. Ouais, c'est ça. C'est ça, Nicolas Pasquier qui ne passe pas sur la ligne et qui va perdre beaucoup de positions. S'il vous plaît, pas de safety car. Il y a juste un drapeau jaune pour le moment. Ça fait pas mal d'abandon au final, hein. Ça fait vraiment pas mal d'abandon. Ryan Caretti qui fait son meilleur premier secteur, mais il a plus d'une seconde d'Iglesias pour le moment. Perard qui est tout proche, mais franchement, je pense qu'il Massen, il doit sortir une défense exceptionnelle. Mais Perard n'arrive pas à passer Maassen. Ouais, faut tenter le gros dive bomb, hein. Faut tenter le gros dive bomb. 27-7, 27-9, 27-8. Ah non, c'est la voiture numéro 21. Oui, Nicolas Pasquier, ben, ça on s'en doutait du coup. On s'en doutait que Nicolas Pasquier était dans les graviers au virage 7. Drapeau jaune, pas de safety car pour le moment. Est-ce que Perard va juste sécuriser ses 12 points? Puisque déjà ils font beaucoup de bien, ces 12 points, vu qu'il partait 7ème. Ils vont faire beaucoup de bien. Ou est-ce qu'il va tenter d'aller arracher son podium? Pour moi, non, il n'y a pas de lien avec l'entreprise de Brioche Pasquier, hein. Je ne pense pas, honnêtement. Je pense juste que c'est un nom de famille assez courant. Lisabillard qui a 3 dixièmes de la zone des points. Elle est proche, mais ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué. Au premier secteur, elle en perd toujours un petit peu sur Sato. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est trop proche et du coup elle se retrouve dans le dirtier du pilote japonais. Mais Lisa Billard, elle touche du doigt la zone des points. Elle flirtait déjà avec cette zone des points à Nogaro, mais au final, la réussite n'avait pas été là, on va dire. Ouais, secteur 2, elle revient, comme à chaque fois. J'avoue qu'il y a Jacquet aussi. J'avais pas fait. Je m'étais jamais fait la remarque, j'avoue. Alexandre Munoz, lui, tranquillement, meilleur deuxième secteur. Il ne signe pas son meilleur tour en course, malgré ça. Mais quand même, il est 2 secondes d'avance, là, en 3-4 minutes. Plus de 2 secondes d'avance. Et là, par contre, Maassen qui va peut-être pouvoir menacer Jules Roussel, hein. Il est à moins de 4 dixièmes. On me dit dans l'oreillette que les frères Carras vont s'acheter les sièges chez X.
Alors, la voiture de Pasquier a été évacuée. Ouais, les frères Carras, je sais pas trop ce qu'ils vont devenir vu que Saint-Éloque n'est plus en F4 espagnol. Les autres courses seront retransmises, oui, les courses 2 et 3 seront retransmises. Moi, je ne les diffuserai pas sur Twitch pour la simple et bonne raison que je serai sur place. Donc, ça va être plus compliqué de diffuser pour moi. Alors qu'on entame le dernier tour. On entame le dernier tour. Ça va être compliqué désormais de dépasser. Je tente de voir, j'aimerais bien que Lisa arrive à arracher un point, mais non, ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué. Mais donc oui, hein, tout sera retransmis sur YouTube sur ffsa.tv. Allez, le drapeau à damier est agité et ça va être une nouvelle victoire, la troisième victoire de la saison déjà pour Alexandre Munoz, juste ultra dominateur devant Roussel, Maassen, Perard qui va se contenter de la quatrième place et qui est du statut de meilleur rookie quand même, grosse performance de la part du pilote français devant Iglesias, Caretti, Bouzard, Boyer, Leurs et malheureusement Rintaro Sato qui complète ce top 10, Lisa Billard qui va terminer donc à la porte des points malheureusement. Oui, il manque les images. Pour répondre à ta question, Nitram Nitram, il manque les images sur cette course 1. Mais en vrai, ça avait l'air d'être une course assez sympa. Il y avait deux safety cars qui ont pu paraître un peu longues. Mais au final, voilà, tout simplement. La vérité de cette course est bien représentée, je trouve, puisque voilà, Alexandre Munoz était un petit peu tout seul sur cette course. À voir aussi l'un des enjeux du week-end, c'est les pneus. Voilà, le circuit de Dijon-Prenois fait toujours beaucoup parler parce que ça attaque beaucoup les pneus. Donc à voir ce que ça va faire. Tu vas streamer la deuxième course ou tu pars directement à Dijon? Je vais partir directement à Dijon. Oui, je vais partir directement à Dijon. Je me suis fait un petit calcul dans ma tête, mais non, ça sera mieux, je pense. Donc malheureusement, voilà, vous serez avec le commentateur de la FFSA TV sur YouTube pour suivre ça. Au classement, là, par contre, Alexandre Munoz, il va passer de... En plus, il va prendre un point en plus pour le meilleur tour. Il va passer de 22 à 7-8. Il va avoir 30 points d'avance désormais. Et puis même Roussel, hein, il va s'envoler aussi. Hein. Roussel qui était deuxième au championnat, il va complètement s'envoler. Et je pense que du coup, c'est Raphaël Perard, forcément. Bah oui, c'est même Raphaël Perard qui va passer troisième au championnat. Grosse performance. Il manque surtout un pilote belge. Ouais, je pense qu'après le petit drama entre Yannis Steven Edens, le RACB et la FFSA, je comprends qu'ils n'en aient pas voulu. Ils n'aient pas voulu en envoyer cette année, en tout cas. On verra si ça changera les années prochaines. Bon écoutez, je pense qu'on va se quitter, puisque l'air de rien, moi aussi je vais préparer mes affaires pour aller justement à Dijon-Prenois et suivre ces deux courses. J'en profite pour remercier Théa Kawa, je n'ai pas remercié pour le follow qui était il y a 20 minutes, désolé. Munoz met déjà à genoux le championnat. Bah... Ouais. Le gars il fait 3 victoires sur les 4 courses principales. Ce qui va être super intéressant, c'est que du coup, avec la grille inversée, Alexandre Munoz va partir 10e cet après-midi à 16h50. La dernière fois, voilà, il avait réussi à remonter jusqu'à la 4e position. Qu'est-ce que ça va donner? Attention aussi au potentiel risque de pluie, puisque pour le moment, alors, peut-être pas sur cette appli-là, ouais, il y a un petit risque de pluie. Il y a un petit risque de pluie, visiblement il n'y en aura pas pour dimanche, ce sera plus vu que la course sera le matin, la course 3 sera le dimanche matin, mais cet après-midi il y a un risque de pluie, donc à voir, ça pourrait complètement rebattre les cartes. Je rappelle que c'est Rintaro Sato, le pilote japonais, qui partira en pole position grâce à sa 10e position en qualification. T'as pas Météo France, bah c'est pareil, hein. Enfin, Météo France Prenois, parce que le circuit de Dijon-Prenois est dans le village de Prenois. Voilà. Tout comme le circuit de Nevers-Manicourt est à Manicourt. Alors, à quoi sert la météo? Bah, prédire le temps? Non, je sais pas. Peut-être un peu bête, mais... Météo Prenois. Alors... Bon, eux, ils n'en mettent pas. Mais ça dépend des applications. Hein. En tout cas, il y a un risque de pluie qui existe selon certaines applications météo à voir. Moi, j'avoue que je préfère une course sur le sec, puisque un peu flemme d'aller au paddock sous la pluie. Bref, merci beaucoup quand même d'avoir été aussi nombreux sur ce live, dans un live toujours, dans un live un petit peu bizarre, hein, suivre un live timing ensemble, j'avoue que c'est assez particulier.
Donc, bah, merci quand même d'avoir été aussi nombreux. J'ai vu qu'on était monté quand même à 50 à un moment pendant le live. C'était chouette. Voilà, on a pu parler des petites affaires alpines, Hawks, très vite fait parler de l'Africa. Donc écoutez, merci beaucoup à vous tous. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je pense, ou aussi sur Insta, Blue Sky, Feeder Series, YouTube, TikTok, etc. Je posterai un petit peu de contenu, je pense, sur Twitter, Insta et Blue Sky, notamment dès que j'arriverai à Dijon, en espérant quand même le beau temps. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Et je vous dis à tous à très bientôt et très bon week-end à tous. Bye bye.